Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Ça y est, bien, les vacances sont terminées et ce week-end était marqué par le retour de très nombreuses équipes vendéennes sur les terrains de sport. Alors avant de revenir pendant 20 minutes sur toute cette actualité sportive, je vous propose dès à présent de retrouver le sommaire de ce 85 chrono. Pour démarrer, rendez-vous avec ce qui était le gros événement du week-end, 2 affiches vendéennes au menu des 32e de finale de la Coupe de France de football. Chaland était en quête d'un exploit face à Rodez. Les herbiers se frottaient eux à Châteauroux. Double rendez-vous de basket également au programme. Dans le Rhône d'abord, le RVB avait fort à faire face aux championnes de France en titre de Lyon-Asvel. En Vendée, la Nationale 2 masculine offrait un derby ligérien entre Saint-Georges-Montaigu et Rezé. En ring hockey, le week-end était aussi marqué par la Coupe de France. 8e de finale aller entre la Vendéenne et Villejuif avec, vous le verrez, un résultat de bon augure pour les Lyonnais. Et puis enfin dimanche, place au championnat de Vendée de cross. C'était à suivre à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Résultat probant pour l'Ouest Vendée Athlétisme et l'Athlé Bocage Vendée. Voilà pour ce qui vous attend entre autres dans cette émission du lundi 8 janvier 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Le club vendéen était donc au rendez-vous des 32e de finale de la Coupe de France ce week-end et le premier d'entre eux a vécu vendredi soir une rencontre historique. Qualifié pour la première fois de son histoire en 32e de finale, le FC Chaland affrontait Rodez. 2500 spectateurs avaient garni l'enceinte du stade Jean Léveillé pour suivre cette affiche face au 9e de Ligue 2. 3 divisions d'écart donc entre les deux formations et cela s'est senti dès l'entame. 3e minute de jeu, Kylian Corredor est à la réception de ce centre. Métro s'impose une fois, mais le numéro 9 Ruténois suit bien. Rodez mène déjà 1-0. À peine 10 minutes plus tard, Untonji sert de nouveau Corredor qui vient s'offrir un doublé. Les Aveyronais crucifient les Vendéens et mènent 2-0 au quart d'heure de jeu. Loin d'abdiquer, Chaland va aller de l'avant et se procurer une très belle occasion. Bien trouvé dans la profondeur, Alban Dupas va parvenir à servir Herman Josué, mais le portier ruténois préserve sa cage inviolée. 31e minute, c'est cette fois de l'autre côté au tour d'Étienne Métro de briller face à Untonji. Le score est de 2-0 à la mi-temps. 55e minute, Lorenzo Rajo au coup franc. Le ballon file dans la surface, remise sur Untonji, cette fois buteur pour le 3-0. Les Aveyronais sont dangereux sur coup de pied arrêté et vont venir heurter ici sur cette action la barre transversale. On est tout proche du 4-0 dans une rencontre où les Vendéens mettent pourtant beaucoup d'intensité au duel, mais le bloc chalandais s'étire et Kylian Corredor en profite pour venir inscrire un triplé synonyme de 4-0. Les Rouges et Noirs auront tout de même 2 belles occasions en fin de match, mais manque de tranchant dans le dernier geste. On en restera donc là. Rodez fait respecter la hiérarchie, s'impose 4-0 et met fin au parcours historique des Chalandais dans cette Coupe de France. Les deux entraîneurs, à commencer par le coach de Chaland, Nicolas Lemétayer, étaient à notre micro en après-match. On fait une bonne partie, face à cette Ligue 2, sauf qu'à un moment donné, dans les petits détails, et au bout de 10 minutes, on se tue le match alors qu'on avait fait focus là-dessus. Donc c'est là que je suis déçu. Voilà, c'est sur nos 10 premières minutes. On est un petit peu en dedans, on manque de lucidité, de concentration. On a essayé de remettre en place les choses et d'aller les chercher un peu plus haut en deuxième. Mais on savait qu'en allant les chercher, on ouvrirait un peu les espaces et les interlignes. On sait qu'il y a de la capacité aussi à jouer dans cette équipe-là et à nous piquer dans le dos. Je félicite quand même les garçons parce que si on met autant d'intensité que ça dans nos matchs de championnat, on en gagnera. Donc il faut garder ça et voilà, je leur félicite pour l'épopée en coupe. Ça fait du bien d'avoir du monde au stade et ça fait du bien de les voir sur ce match-là, même si encore une fois on aurait pu me faire notamment sur ces 10 premières. Et fier encore de mes joueurs, fier du professionnalisme et du respect qu'ils mettent sur le terrain. Et puis sur le plan de jeu qu'on avait prévu, de mettre beaucoup d'intensité dès le début, de les mettre sous pression tout le temps, d'essayer de ne pas leur permettre de jouer. Et on sait que c'est toujours, il y a de bons joueurs en face et qu'avec un terrain difficile, tout peut arriver. C'est une N3, il y a la qualité de joueurs, des joueurs qui ont fait des centres de formation et qui sont allés même plus haut des fois. Donc nous, il fallait être vraiment très très sérieux et rester dans notre plan de jeu. Je pense qu'on a eu, après 2-0, on a eu un petit relâchement, on a commencé à jouer un peu à la baballe sur le terrain difficile où on leur a donné un peu d'espoir. On a réveillé un peu le public par moment, donc il fallait faire attention à ça. C'est le plus important, c'est de continuer à être rigoureux, à être dans les objectifs. Et de respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est de continuer à travailler et se pas se prendre pour des autres.
Chaland étant éliminé vendredi soir, ne restait donc plus que les herbiers en lice côté vendéen samedi dans cette Coupe de France. Tirage plus abordable pour le VHF qui héritait de la Berrichonne de Châteauroux, actuel relégable en national. Une division d'écart tout de même entre les deux clubs. Les plus grosses occasions du début de match sont pour les herbiers, matérialisées ici à la 30e minute par cette frappe de Lucas Dory. Mais dans le temps additionnel de la première période, Antoine Mille pour la Berrichonne décroche une superbe frappe. Théo Hamelin ne peut rien. Châteauroux mène donc 1-0 à la pause. 56e minute. Dory pense égaliser mais est signalé en position de hors-jeu. Massabielle et ses presque 3500 spectateurs poussent pour revenir dans le match. Valentin Rémy manque ici de précision mais le VHF va être récompensé. 66e minute, Brélivet lance Jérémy Billy, clinique qui remet les deux formations à hauteur, un but partout. 4 minutes plus tard déjà, Valentin Rémy déborde côté gauche et trouve de nouveau Billy. Le numéro 9 Herbretet s'enflamme et signe un doublé express qui vient libérer tout le groupe de Laurent David. On se dit alors que les Herbiers ont peut-être fait le plus dur, mais en face les Berrichons poussent pour arracher le match nul. Sur cette frappe, le numéro 2, Castelroux-Saint-Silva, va même trouver le montant d'Hamelin. La baraka, avant la 96e minute, au bout du temps additionnel, Châteauroux vient finalement arracher l'égalisation par son capitaine Vincent Pires. De partout, le sort de cette 32e se jouera au tir au but. Le premier tireur, Herbretet, Benjamin Brelivet, se manque, tout comme Michael Miller au 4e tir. En face, Châteauroux est presque impeccable si l'on nommait cette Panenka complètement manquée. Les Castelroussins s'imposent 4-2 au tir au but cruel, tant les Herbretais ont cru tenir cette qualification, rejoint par 2 fois dans le temps additionnel. Aucun club vendéen ne sera donc en 16e de finale. On écoute la réaction des deux entraîneurs, propos recueillis par Thibaut Grasset. J'avais un sentiment mitigé à la mi-temps puisqu'on a été tellement structuré, je dirais trop propre. Et il manquait un peu de folie, c'est ce qu'on avait dit, il y avait des mots essentiels dans la causerie et ça finissait par plaisir et folie, parce que plaisir pour moi c'est essentiel dans le jeu, c'est ce qu'ils ont fait. Et il a manqué un peu de folie. Et puis il fallait surtout pas paniquer à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. Il y avait 1-0 et on sait qu'en coupe, même si ça s'est pas passé comme ça ce soir, un match nul peut suffire pour passer. Le seul bémol de la soirée, c'est que le but qu'on a pris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps ne nous a pas servi de leçon en deuxième. Mais en même temps, je peux comprendre, c'est pas facile, c'est le dernier coup de pied arrêté. Et ça joue souvent un peu de choses. Et malheureusement, ça a tourné dans le sens de la Berry sur ce coup-là. Et puis après, il y a l'épreuve des tirs au but où c'est tout sauf de la chance. C'est que simplement, ils ont été un peu plus adroits que nous. Un vrai match de Coupe de France avec des rebondissements. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour ceux qui le gagnent. Donc aujourd'hui, nous, ce soir, on est contents. Ça aurait pu basculer de l'autre côté, mais voilà, c'est un vrai match de coupe. On a montré cette année qu'on était capable de renverser des situations et de revenir sur les fins de match. On l'a fait souvent en championnat pour revenir au score, malheureusement, pas pour l'emporter. Mais ça nous permet de rester dans une série de matchs invaincus, parce qu'on avait bien fini l'année, donc on la rattaque plutôt bien, même si c'est qu'au pénalty, mais une très belle équipe et des Herbiers qui est leader dans le championnat, qui j'espère... on pourra les retrouver la saison prochaine en National 1. En parallèle de la Coupe de France, ce week-end devait également se tenir la 7e journée en retard du championnat de National 3. Les deux affiches programmées en Vendée, à savoir Fontenay-le-Comte face à Saint-Philbert et la seconde des Sables FCOC face à la réserve des Chamois-Niortais, ont toutes deux été reportées en raison des conditions, le terrain étant jugé impraticable dans les deux matchs. Et puis à l'extérieur, pas de match non plus entre Choret et le Vendée Poire et Foot. Le championnat de N3 reprendra, lui, ses droits lors de la 13e journée. Ce sera ce samedi. Elles avaient un défi de taille à relever hier, dimanche après-midi, pour la 12e et première journée de la phase retour de Ligue féminine. La Roche-Vendée Basket se déplaçait sur le parquet des championnes de France en titre de Lyon-Asvel. Après une grosse claque subie dans le premier quart-temps, perdu 25-12, les Tigresses n'ont jamais vraiment réussi à exister dans cette rencontre. À la pause, les Rodaniennes écrasent déjà le match 41-24. Pas vraiment de réaction au retour des vestiaires pour des Lyonnaises qui continuent de subir. Le score est de 66-39 à la fin du troisième quart-temps. Malgré un léger sursaut du RVBC en fin de rencontre, Marine Johannes et ses 22 points auront fait mal aux têtes vendéennes. L'écart est bien trop conséquent et les joueuses de Manu Body s'inclinent 85-59. En difficulté sportivement, la situation s'est même compliquée davantage puisque la Roche-Vendée Basket est désormais interdit de recrutement. Après s'être séparé de Chakwedia Wallace fin décembre, le club souhaitait enrôler une nouvelle joueuse, mais la fédération y a opposé son veto. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. La Roche écopera également d'un point de pénalité en cas de play-down, et ce sur décision de la commission de contrôle de gestion de la FFBB. Pour rappel,
rappel, Louise Prenot toujours blessée. L'effectif lyonnais ne s'appuie désormais plus que sur 6 joueuses professionnelles. Et au classement de cette ligue féminine, on va le voir, la situation reste bien délicate pour la Roche-Vendée Basket. En 10e position à l'issue de la phase aller, cette défaite maintient le RVBC à cette même place, synonyme de play-down. Prochain rendez-vous aux Oudéry, c'est dès ce mercredi soir à 20h. Les Lyonnaises retrouvent l'Eurocup Women pour le 8e de finale aller face aux Lettones du TTT Riga. On poursuit en basket toujours, direction le championnat de National 2 masculine. Samedi soir, la 13e et dernière journée de la phase aller réservait un derby ligérien entre le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket et Rezé. Les Georgeois maillot jaune sont 9e au classement. Leurs voisins de Loire-Atlantique pointaient à la 7e place avant cette rencontre. Un début de partie délicat pour les Vendéens qui se montrent davantage à la peine. Plus solides, les Rezéens imposent leur rythme et s'adjugent le premier quart-temps après 10 minutes maîtrisées. Saint-Georges est mené 20-13. Le deuxième quart va être assez similaire. Les locaux manquent de réussite et sont donc logiquement toujours derrière à la marque. Les joueurs de Paul Ravon accusent 10 longueurs de retard à la pause, 46-36. Au retour des vestiaires, le SGMVB réagit et propose un bien meilleur visage, plus agressif et mieux sur le plan défensif. Les Georgeois refont la moitié de leur retard à l'issue du troisième quart-temps. Emmenés par la chaude ambiance de la salle Omnisport Grande Maine, les Vendéens poussent, recollent et prennent même les devants. Il reste moins de 5 minutes à jouer, mais au finish, c'est bien Rezé qui se montre le plus solide, profitant des quelques maladresses des joueurs de Saint-Georges-Montaigu. Résultat, les Georgeois échouent à 2 petites longueurs, 76-78, et pourront donc regretter leur très mauvaise entame. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose d'écouter la réaction des deux coachs. Paul Ravon côté Saint-Georges, puis Donald Chantreau pour Rezé, bien connu en Vendée et ex-entraîneur du SGMVB entre 2011 et 2014. Grosse déception, frustration également. Après, voilà, on fait une très mauvaise première mi-temps. Malgré ça, on reste malgré au contact, moins 10, mais voilà, ça, on le paye un peu sur notre fin de match. On est obligé de dépenser beaucoup d'énergie, on a montré du cœur, on a montré des vraies bonnes choses. Après, la frustration, c'est de se dire que si on avait joué ça en 40 minutes, il n'y avait pas photo. Donc voilà, après, on fait des petites erreurs sur la fin qu'on paye cash. Mais ouais, une grosse déception. Et ça se joue à des petits détails. C'est la N2, on paye cash. Et voilà, après, c'est juste un match, c'est juste une défaite. C'est pas, la saison ne s'arrête pas là, il en reste 13. Donc le contenu est quand même plutôt satisfaisant sur la deuxième mi-temps. Il faut rendre hommage à cette équipe qui a fait vraiment une belle rencontre aussi. On avait toute l'ampleur de la difficulté de venir gagner ici avec le public, on sait que c'est une salle très chaude, que les joueurs ils peuvent prendre feu à tout moment, qu'ils ont beaucoup de joueurs de grande qualité. Et il me semble qu'on a plutôt bien maîtrisé l'ensemble de la rencontre. Depuis le début du match, on a pris l'ascendant assez vite. Et après, ça a été un peu plus houleux sur la deuxième période, mais on n'a pas craqué. On a eu un petit passage à vide à -6, là où j'ai eu peur. Et on a su se ressaisir, continuer à défendre fort, réussir à amener la balle où on voulait dans le secteur intérieur notamment. Et puis on réussit avec, ça se joue à rien quand il y a un point sur une rencontre. Voilà, mais je suis d'autant plus satisfait que c'est à Saint-Georges et que voilà, j'aime beaucoup de gens et j'ai beaucoup d'amis qui sont là ce soir et ça fait très plaisir, à titre personnel en tout cas. Après un mois de trêve, les Georgeois débutent donc 2024 par une défaite et après 13 journées disputées, on va le voir au classement, le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket boucle la première partie de saison en 7e position de son groupe sur 14, 19 unités au compteur à égalité avec Auch en 10e position. Allez, je vous propose à présent un détour par les résultats en National 3 masculine. On disputait là aussi samedi soir les derniers matchs de la phase d'aller. Dans le groupe D, à noter le carton de Luçon-Saint-Gemme 112-86 face à Saint-Rogatien-Nantes. L'entente des clubs de la Roche BCY CPA RVBC signe sa première victoire de la saison et s'impose à Orléans 84-74. Après 13 journées, Luçon-Saint-Gemme pointe à la 2e place. L'entente lyonnaise reste bon dernier. Et puis dans le groupe E, à présent, Salertaine l'emporte à domicile face à la réserve de Vitré, 60-57 et pointe à la 5e place. Le CTC Châlons-Riévy rapporte un succès de son déplacement à Équeurdreville, 75-62 et se maintient en 2e position de sa poule. En images, à présent en direction l'Angelmière et La Roche-sur-Yon, bien évidemment, week-end de Coupe de France de football, on l'a dit, mais week-end également de Coupe de France de ring hockey. Samedi soir, 8e de finale aller entre la Vendéenne et Villejuif. Villejuif, une équipe bien connue des Lyonnais, puisque les Villejuifois évoluaient l'an passé en N1 Elite. Pourtant, presque à la surprise générale, c'est Villejuif qui ouvre la marque en début de rencontre à la 9e minute. Les hommes de Marc Salikrus se heurtent au bloc bas des visiteurs, mais vont remettre la main sur le match au quart d'heure de jeu. Nathan Gefflot par 2 fois, ainsi qu'un but d'Antoine Thébault vont permettre aux Vendéens de mener 3-1, 4-1, même à la 40e minute avec Manuel Mir. Le match se débride alors davantage, de nombreuses occasions de part et d'autre. Villejuif évoluant désormais en N2, les Rouges et Noirs tiennent leur rang de favoris, s'appuyant aussi sur leur très belle 2e place actuelle en championnat.
En milieu de deuxième période, Marcos Pinto va avoir l'opportunité de scorer, mais sa tentative est détournée. Les Vendéens s'en remettront finalement. Antoine Thébault en toute fin de rencontre. Le numéro 9 lyonnais signe un doublé avec cette réalisation à la 48e minute. Victoire nette de la Vendéenne qui s'impose 5-1. De très bon augure en vue du 8e de finale retour programmé à Villejuif le 27 janvier prochain. Du positif aussi avant de reprendre le chemin de la N1 Élite dès ce samedi à domicile. Marc Salicru, côté lyonnais, puis Guillaume Frégona pour Villejuif était au micro de Thibaut Grasset. Après les vacances, c'est toujours un peu compliqué, se remettre dedans, retrouver un peu les automatismes qu'on avait avant. En plus, en face, on avait une équipe qui est venue très fermée derrière. Ils nous ont fait une zone qui nous a un peu mis dans l'inconfort. En plus, on prend le 1-0, donc on a dû un peu galérer dans un début de match. Mais bon, après, je pense qu'au fur et à mesure, on a commencé à gagner la confiance, à mettre des choses en place. En plus, on joue contre une équipe de N2, donc on est forcément favori. C'est jamais facile à aborder ces genres de matchs. Donc voilà, on reste un peu dans la même dynamique qu'en fin d'année, qu'au mois de décembre. Après, voilà, on a fait plutôt un début de mois de janvier tranquille à niveau physique parce qu'on sait qu'il nous reste encore beaucoup de matchs importants qui vont arriver. Donc on essaie de gagner, de monter en puissance au fur et à mesure tranquillement. On savait très bien quand on arrivait, on jouait contre le deuxième de première division. Nous, on est redescendu déjà cette année, donc on a connu ce niveau de N1, on savait à quoi s'attendre. Donc il fallait jouer un jeu différent et on était venu pour faire un coup, ça c'est sûr. On a eu du mal à démarrer parce qu'on a changé beaucoup de joueurs dans l'équipe, donc du coup il fallait que la mayonnaise prenne. Et là aujourd'hui, je pense que ça nous fait du bien de jouer contre une bonne équipe de première division, remettre du rythme. On s'attendait quand même à un score un peu plus serré. Au vu de la première mi-temps. On a fait une erreur qui nous a fait du mal. On devait mettre le 2-0 et on se retrouve à prendre 1-1. Et ça change le match. Donc aujourd'hui, on est quand même content du résultat. On a fait une bonne prestation. Reste un match retour, mais le score est quand même difficile, je trouve. Avant de filer direction Saint-Laurent-sur-Sèvre, un détour par deux autres résultats. En hockey sur glace d'abord, samedi soir, le Hugli était opposé à Reims sur la patinoire du complexe Arago de La Roche-sur-Yon. Les Aigles lyonnais s'imposent 4-2 face aux Champenois. Et à l'issue de cette 12e journée, vous le voyez, les hommes de Juraj Uselka remontent sur la deuxième marche du podium à 3 longueurs des Français volants. Et puis en handball, samedi soir, sonnait la reprise en National 1 féminine pour le compte de la 12e journée de championnat. La Roche-Vendée Handball ramène un match nul de Bayonne, 31 partout entre les joueuses d'Ophélie Charbonneau et la formation de Côte-Basque. Un résultat qui pousse les Lyonnaises en dehors du podium à la faveur d'Angoulême. Le RVHB est 4e et reste toujours invaincu depuis la fin octobre. Pour terminer, je vous le disais, nous prenons le chemin de Saint-Laurent-sur-Sèvre et plus précisément des sentiers de la vallée de la Coulée Verte. Hier, dimanche après-midi, avaient lieu les championnats départementaux de Crosselon. L'un des premiers gros rendez-vous de la journée était à suivre dans l'après-midi avec le départ ici de la course élite femmes donné à 15h20. Un parcours de 6640 mètres attendait la petite cinquantaine de partantes. Une cinquantaine de partantes parmi lesquelles ne figuraient ni Clarisse Picard ni Agathe Violo, habituelle favorite sur ce format. À l'arrivée, après 22 minutes et 18 secondes, la première à franchir la ligne est Anaïs Chevrier, la licenciée de l'Ouest Vendée Athlétisme devance Virginie Barbier pour l'Athlétique Sud Vendée ainsi qu'Élodie Mathien pour l'OVA. Des résultats qui permettent à l'Ouest Vendée Athlétisme de remporter le titre par équipe en élite femmes. Et puis second rendez-vous majeur de la journée à 16h, le départ de la course élite hommes. 8500 mètres au programme et là encore l'absence d'un très grand favori en la personne de Romain Mornay promettait une course très disputée entre les 81 participants, une belle bataille de laquelle a réussi à s'extraire Théo Rageau. Le licencié de l'Athlé Bocage Vendée s'impose après 23 minutes et 52 secondes et a d'ailleurs dédié sa victoire à Claude Roy, ancien président de la section de l'ABV de Pouzauges, décédé fin octobre 2023. Un podium en tout cas 100% ABV puisqu'Anthony Guillard et Romain Guéry se classent en 2e et 3e position, permettant à l'Athlé Bocage Vendée de s'adjuger la victoire au général par équipe en élite homme. Je vous propose d'écouter les deux vainqueurs. Ils étaient au micro de Daniel Lelanne. C'était un parcours très compliqué, je trouve, avec pas mal de relances, beaucoup de virages. Et c'est vrai que j'ai fait la course, je suis partie, on va dire, en partie un bureau, c'est pas trop simple. Et petit à petit, j'ai pris la tête et j'ai creusé l'écart, on va dire, à mi-parcours. J'ai essayé de tenir, je voyais que ça s'accrochait quand même derrière. Donc j'ai essayé de ne pas lâcher, de continuer l'effort. Ça me tenait vraiment à cœur de venir courir aujourd'hui pour les championnats de Vendée de Crosselon. La course s'est bien passée, on est parti calmement et ensuite j'ai pris mes responsabilités. Je suis parti peut-être un peu tôt, mais bon, j'ai tenu et voilà, ouais, je suis très content de gagner aujourd'hui.
parcours il est très varié. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de virages, beaucoup de relances. Il y a un petit passage avec de la boue, donc c'est sympa. On est sur un vrai cross, pas comme sur un hippodrome où ça va courir, ça va être plat. Là, c'est vraiment un parcours exigeant, technique. Et les très bons crossman s'en sortent aujourd'hui. Et ça a fait vraiment une très bonne répétition avant tout le circuit régionaux, interrégions et France. Voilà, vous savez tout de l'actualité sportive du week-end écoulé en Vendée et sur les terrains de sport partout ailleurs. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve dès ce jeudi à partir de 18h45 avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.